Aujourd'hui, on part à Nice. On part à Nice pour l'ouverture du procès des attentats de Nice. Un attentat qui a particulièrement touché les enfants. Le 14 juillet 2016, 86 personnes sont mortes écrasées par un camion sur la promenade des Anglais à Nice, dont 15 enfants et adolescents. Sur les plus de 450 blessés, plusieurs dizaines d'enfants, vous venez de le dire. C'est un attentat inédit et inclassable sur ce point. Vraiment beaucoup d'enfants. Près de 400 sont suivis à l'hôpital Lanval. Marc Philippe était pompier volontaire. Ce soir-là, il n'a rien pu faire pour une jeune femme russe. Un témoignage recueilli par Maureen Bajac avec Nadia Lorjou. C'est dur, c'est très dur. J'en parle pas, je dis rien à personne, mais tout est en moi. Comme une vraie bombe, quoi. Je vois une grosse masse blanche, un gros camion, oui, blanc, tout blanc. Et là, je me suis dit dans ma tête, je peux pas partir, je peux pas, il faut que j'aille aider ces gens-là, il faut que j'aille voir, il faut que je leur donne un coup de main, c'est pas possible. Là, j'ai commencé à avancer sur la promenade des Anglais et à voir des gens, des corps au sol, des gens à genoux qui pleuraient ou qui criaient à des gens de leur famille « Lève-toi, viens, on s'en va, lève-toi » et ils ne répondaient pas. Voir tous ces corps, c'était une scène de guerre, quoi. Il y avait ce petit russe à côté. Donc j'ai été chercher la voiture et j'ai chargé la petite russe, la petite jeune fille, dans ma voiture. Et j'ai commencé à partir pour les amener à l'hôpital. J'étais juste un citoyen comme tout le monde. Les héros, ça n'existe pas. C'est simplement un partage, c'est tout. Je suis malheureux pour cette petite russe, cette jeune russe. Et je m'en veux envers sa famille de ne pas avoir pu la sauver, quoi. Pourtant, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais voilà, mais je dors avec tous les soirs. Tous les soirs. Parce qu'elle est toujours à côté de moi, sa tête sur mon épaule. Vous allez voir sa famille au procès? Je risque de voir son papa, je pense. Je risque. Et je m'excuserai de ne pas avoir fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle puisse revoir son père ou sa famille. À Nice, il y a une statue sur la promenade des Anglais qui vient d'être inaugurée par des enfants. On la voit là, cette statue, ces enfants qui l'inaugurent il y a quelques jours. Mais on va parler d'une autre enfant. Son nom est Kenza. On va voir sa maman au pied de cette statue. Et Kenza n'était pas là. J'aimerais bien que ma fille elle puisse venir la voir. Elle n'a pas réussi à venir. C'est trop dur pour elle? Ah oui, elle n'a pas réussi à venir. Jamais revue sur la promenade? Non. Non. Je vous présente la mère de Kenza, Aga Ben Awassi, qui confie à Rimbé et Philippe Véron ses souvenirs de cette nuit du 14 juillet 2016. Il y avait un grand stand de bonbons et un stand de jouets un peu plus loin. Kenza, ma fille, qui avait alors 4 ans, m'a demandé de lui acheter des bonbons. Je lui avais laissé le choix de 5 bonbons. Elle a vite choisi ses bonbons et c'était au moment où j'allais payer en fait. Donc j'étais face au monsieur à qui on paie et Kenza me dit « Maman, il y a un camion ». Sur le coup, en fait, ce que je me dis, c'est que je veux voir ma fille mourir sous mes yeux, broyée sous les roues d'un camion et que je n'ai pas d'échappatoire, qu'il est là en fait. En un tout petit moment, je me suis dit « Mais j'ai pas le choix, je vais me coucher sur Kenza et je vais essayer de passer sous le camion ». Et en fait, au début, je lui dis « Cours » et après je dis « Non, couche-toi » et en fait, je la plaque au sol. Et je me couche sur elle et c'est tout ce dont je me rappelle. Parce qu'après, je vois juste, j'entends juste on est dans le noir, j'entends un gros bruit. Et je vois juste que le camion repart devant moi. Puis je me retourne sur le côté et juste collée à moi, à côté de moi, en perpendiculaire, il y avait une femme. Cette femme, en fait, elle me regardait et sa tête, elle n'arrêtait pas de bouger frénétiquement. Et elle, en fait, les roues, ils lui sont passées sur le bas du corps, le bas du ventre et le haut des cuisses. Elle était toute broyée en fait cette dame et elle bougeait comme ça sa tête. En fait je me souviens qu'il y avait du sang partout et c'est juste à un moment donné j'entends une voix comme ça, maman tu saignes, maman tu saignes. Et en fait c'est là que je me souviens que ma fille elle est couchée sous moi. Je me relève et sous le choc en fait je la relève. Et je la touche, je la malaxe, mais vraiment je la malaxe comme si c'était de la pâte à modeler pour voir si elle était en un seul morceau. En plus elle était en sang parce qu'en fait c'était mon sang qui avait coulé sur elle, moi j'ai été touchée par le camion. Donc en fait je relève ma fille, je vois qu'elle est en un seul morceau, j'entends que ça tire. Et en fait on est passé de... On était en joie en train de regarder un feu d'artifice
à c'est la guerre. Alors, Paul, après l'intensité de l'émotion du pompier tout à l'heure, sans commentaire, le sang-froid de cette maman qui raconte l'extravagante façon dont elle a réussi à sauver sa fille, c'est inouï. Des témoignages comme ça, on va en entendre beaucoup. Jusqu'au 16 décembre, jusqu'au verdict de ce procès spécial de la cour d'assises. Et ce qui est important de souligner, c'est que 6 ans après, sa fille, Kenza, c'est une petite fille qui va vraiment très mal. Là, sa mère nous liste les symptômes. Kenza, ce soir-là, elle avait 4 ans et elle a mis le mot mort, en fait. Elle ne savait pas ce que c'était que la mort et là, elle l'a vu. Il faut toujours des pansements à la maison parce qu'elle me remet des pansements et elle les met à son doudou aussi. Et quand j'étais en train de me faire recoudre ce soir-là de l'oreille, en fait, elle a demandé à ce qu'on recousse son doudou et qu'on le pansemente aussi. Du coup, les médecins ont bandé le doudou parce qu'ils ont vu que c'était très très important pour Kenza. Donc déjà, Kenza, elle ne dort plus la nuit comme un enfant normal. Elle a des nuits hachées par les cauchemars, elle dort avec un traitement, elle a des crises d'angoisse, elle prend son doudou à l'école, elle a encore la tétine, elle est angoissée tout le temps, elle est en hypervigilance tout le temps. Kenza elle a remis les couches après l'attentat. Encore aujourd'hui, il lui arrive de les mettre pendant des mois, pendant la nuit, même la journée. C'est arrivé qu'on les remette cette année encore. Quand elle voit un camion, Kenza, elle se fait dessus encore. Donc, et en fait, un camion, on le voit à tous les coins de rue. Le camion à poubelle, la nuit, quand il passe, elle fait une crise d'angoisse. Ce qu'elle a perdu, Kenza, c'est son enfance. C'est comme tous ses enfants, ils ont perdu leur innocence d'enfant. Quel courage de cette mère. On a retrouvé Kenza avec son doudou et sa tétine pour le début d'une consultation. Évidemment, après, notre caméra est partie, mais on a eu la chance, Rimbé et Philippe Verdon ont eu la chance d'assister au début de cette consultation. C'est la maman de Kenza? Le réveil était difficile ce matin. Ouais. Oh, c'est la période de toute façon. Ouais. Bonjour Kenza. Et t'as la tétine? Ah oui, non, ça, alors, à ton âge? Oh, bon gros bébé. Je vais me l'enlever. Hein. Oh, levez la tétine et les lunettes noires. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, c'est pas très cool. En ce moment, c'est pas ça. Non, non. T'es aux urgences, tu as fait des crises d'angoisse. C'est compliqué. Bah oui, c'est une période difficile. C'est la période très difficile. Pour en plus, là... là... Ah oui? Oui. Quelque part, ça me rassure. C'est horrible, mais quelque part, ça me rassure. Parce que je me dis que c'est pas moi qui fais mal. Un reportage signé, rapporté par la rédaction de TF1. Merci à eux. Merci à Paul de les avoir identifiés. Et votre invité maintenant, c'est Maître Samia Maktouf, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Vous êtes avocate, maître bien sûr. Vous allez représenter dans quelques heures une quarantaine de parties civiles au procès des attentats de Nice. Vous êtes dans le temps de l'info, juste avant de rejoindre justement le lieu du procès. Bonjour. Merci à vous. Bonjour maître, merci beaucoup d'être là. Vous avez défendu des victimes des attentats de Toulouse et du 13 novembre. Comment appréhendez-vous ce procès si particulier dans quelques minutes avec, on vient de le voir, tous ces enfants? Avec la même appréhension et surtout les attentes visibles au visage des victimes qui attendent depuis 5-6 longues années l'ouverture de ce procès. Ce procès a le mérite de se tenir, c'est très important. J'ai une pensée émue pour les victimes et leurs familles parce que c'est un moment extrêmement difficile qu'ils vivent depuis un moment. Nous, avocats de partie civile, nous accompagnons et ça fait partie de notre mission de les accompagner, de leur expliquer comment va se tenir ce procès, les enjeux et surtout les entendre. Et quand on les écoute, la principale attente, c'est la vérité. Pourquoi mon fils, mon époux, ma femme, pourquoi sont-ils morts? Y avait-il moyen d'empêcher un tel carnage? Cet attentat, donc les enfants sont confrontés à cet attentat, ils rencontrent des problèmes de concentration, de mémoire, de comportement. Ils sont souvent agités, agressifs, mais le pire, comme nous l'explique Florence Ashkenazi, qui est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dont le bureau donne sur la promenade des Anglais, c'est ce qu'on appelle la reviviscence. Ça nous l'explique. Les petits patients qui viennent nous voir depuis l'attentat du 14 juillet souffrent majoritairement d'un trouble qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Et le symptôme le plus invalidant, c'est ce qu'on appelle des reviviscences. C'est le fait que l'événement peut ressurgir à tout moment,
dans son esprit. Par exemple, l'enfant va entendre un bruit de camion et à ce moment-là, les images de ce qu'il a vécu vont ressurgir comme un film et l'envahir. C'est comme si tout ce qui existait disparaissait, à la place revient tout le temps le traumatisme et l'événement traumatique. En tant qu'avocate, vous avez déjà été confrontée à des enfants qui étaient victimes de ces reviviscences? Tout à fait. Lors des attentats du V13, du 13 novembre, aujourd'hui, nous les suivons et c'est terrible parce que en fait, les caractéristiques sont les mêmes, beaucoup plus visibles chez un enfant parce qu'un enfant, il n'a pas cette capacité de comprendre pourquoi cela lui est-il arrivé alors qu'il était dans un moment festif. Il était avec ses parents. Il y a des enfants qui se sont réveillés, il n'y avait plus leurs parents. Il y a des familles totalement décimées. Donc, c'est un moment important et c'est très important le rôle que jouent les psychiatres auprès des enfants de la même manière qu'auprès des adultes. C'est un traumatisme qui est propre aux attentats. C'est pourquoi d'ailleurs ces enfants et ces victimes sont la manière dont leur suivi est assuré, c'est comme s'ils étaient des victimes de guerre, parce que c'était une guerre qui a été menée sur notre territoire. On va écouter ensemble 2 témoignages. D'abord, à nouveau, celui de Marc Philippe, le pompier qu'on a vu tout à l'heure. Il exprime également très bien un sentiment fort et répandu chez beaucoup de victimes que vous défendez, la colère. J'ai la colère, parce que pour moi, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas des hommes. Tuer des femmes, des enfants. Et je le dirai devant le juge. Et tous les hommes politiques, je le dis aussi, messieurs. Et je vous regarde. Vous êtes vous savez quoi? Dans un monde de bisounours. Mais pensez aux gens qui ont souffert tout ça. Quand je regarde au Parlement et que je vous entends parler, qu'il ne faut pas faire attention et qu'il ne faut pas être trop méchant avec ces gens. Si il va falloir trouver une solution, sinon ça va continuer, il va y avoir encore des tas de gens qui vont souffrir, des tas de gens qui vont perdre leur famille. Pourquoi? Pour laisser des gens comme ça en liberté? Non. Alors je vous le dis encore une fois, non. Oui, j'ai la colère. Et je pense que je ne suis pas seul à avoir la colère. Comment on fait, maître, pour dépasser la colère et trouver la justice? C'est une colère audible, légitime. Cette personne a décidé de témoigner et c'est très bien. D'autres ont décidé d'adopter un autre comportement qui est celui de ne pas témoigner. Et c'est très important de témoigner parce qu'on voit le soulagement des victimes après avoir confié à une cour d'assises spécialement composée. Nous sommes face à des magistrats professionnels qui ont une connaissance du dossier et une expertise en la matière. Donc c'est très important de témoigner devant cette cour et de délivrer un message. Alors cette colère, oui, elle est audible parce que seulement une partie sera traitée. On va entendre les parties civiles qui ont décidé de s'exprimer vont l'exprimer. Mais vous savez, la cour d'assises spécialement composée n'aura pas à trancher sur les éventuelles responsabilités du maire de Nice, ou en tout cas de l'autorité administrative, puisque cela fait l'objet d'une procédure séparée qui se déroule à Nice. Mais pour autant, ça sera évoqué. Et de ce que j'entends auprès des victimes que je suis, c'est quelque chose qu'ils veulent faire passer. Vous savez, c'est un procès. C'est le deuxième qui sera enregistré. C'est un procès qui se tient dans les mêmes locaux où les attentats du 13 novembre se sont déroulés. Donc, nous sommes dans une salle d'audience où cette infime, importante douleur est encore marquée dans cette salle d'audience. Et c'est très important pour les parties civiles de s'exprimer. Thierry Vimal a perdu sa fille. Il a écrit un livre intitulé 19 tonnes chez Cherche Midi et il confie sa crainte à Maureen Bajac et Nadia Lorjou. Sa crainte, c'est l'oubli. Il y a un côté, peut-être dès le début, où on se dit cette chose horrible est arrivée, à partir de maintenant, top chrono, ça s'en va vers l'oubli. Ce procès, il est important parce que c'est la dernière fois qu'on va parler de l'attentat à Nice. Après, c'est terminé. C'est terminé après ? J'espère pas, mais vous savez, ce procès, c'est outre le procès qui va permettre aux parties civiles de s'exprimer, c'est également un procès de prise de conscience collective, citoyenne. C'est très important. Ce qui est arrivé à ces personnes-là aurait pu arriver à nous, à nos proches, à nos familles. Et c'est pourquoi le ciment collectif et cette mémoire collective est très importante pour que, même s'il n'y a pas, même si on ne se souvient pas de tout,
on essaiera de tirer des leçons de ce procès et des autres procès qui ont précédé ce procès pour que plus jamais il n'y ait des attentats et en tout cas qu'on ne tente pas de mettre à genoux la France. Mais on a mesuré dans le procès de l'attentat du Bataclan le caractère réparateur de la parole formulée en public, devant témoins, devant le monde, et pour les parties civiles, pour ceux qui l'ont vécu ou pour ceux qui y ont travaillé. Ça, c'est quand même la vertu du procès première aussi. Alors, pour les parties civiles. Pas la première, mais voilà, très vite. Pardon La première, c'est la justice. Voilà, c'est d'abord la justice, c'est très important, contrairement à ces criminels qui ne reconnaissent pas notre état de droit et notre démocratie. Nous traitons, et d'ailleurs, ce procès, ça sera la consécration de l'état de droit, du respect Bien sûr, des on droits va y de venir défense. d'ailleurs avec Paul, mais là, on a entendu les témoins. C'est d'abord le procès qui va permettre de comprendre les faits, peut-être, en tout cas, et de s'exprimer pour certains. Vous allez représenter une quarantaine de parties civiles et face à vous, il y a William Bourdon qui défend l'un des 8 accusés. Il a un message que je trouve intéressant, pas particulièrement pour vous, il part dans la procédure, mais j'avais envie que vous le regardiez avec nous. J'ai plaidé un certain nombre d'affaires de terrorisme depuis 25 ans. C'est un défi terrible pour nos démocraties et pour l'état de droit. Quand je dis terrible, ça veut dire qu'il y a une pression politique au sens le plus large, une pression émotionnelle, une pression psychologique terrible, sur tous les acteurs. Et il y a une deuxième pression qui tient au fait que l'auteur principal est mort. Et comme dans le procès de Charlie Hebdo. Et que donc évidemment qu'il y a un risque conscient ou inconscient. Parce que ceux qui sont dans le box ne payent pas pour le mort. Et que la soif légitime de justice et que le désir, le besoin des victimes, qu'il y ait des coupables, ne conduisent pas à un effet de surenchère, d'emballement dans les peines par un effet de je ne sais quel fâcheux vase communicant. Je vois secouer la tête. Oui, d'abord, deux choses principales, s'il vous plaît. Premièrement, le fait que l'auteur principal ne soit pas là n'empêche pas de mener des débats et un procès équitable pour apporter la preuve de l'implication de ces trois, en tout cas les trois qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels qui avaient participé à l'acte préparatoire et au débat. On verra, en tout cas, on tient à apporter la preuve que non seulement ils ont participé, mais ils avaient forcément une connaissance du projet terroriste par la téléphonie, par le bornage et par l'ensemble d'un dossier qui a été mené pendant 4 années. Maintenant, un dernier mot concernant la justice. La justice n'est pas, son objectif n'est pas la vengeance. Et encore mieux, je dirais, pour avoir suivi depuis 2012 des procès de terrorisme, c'est que les parties civiles nous ont marqués par leur dignité et leur courage. Et pour eux, le procès, c'est le procès pour comprendre. Ils ne sont pas, vous savez, quand on a perdu un enfant, on n'est pas dans une démarche de vengeance. Non, ils sont là pour comprendre et ils font entièrement confiance à la justice. Exprimer la colère. On se souvient du procureur Molins qui avait fait une conférence de presse quelques temps après. Il était procureur à l'époque. Le terroriste n'est plus là pour témoigner, mais ce qui est intéressant, c'est que son historique Google a parlé pour lui. Pour rappel, il disait ça, son historique Google. Son ordinateur a également révélé d'autres recherches sur Internet, toujours depuis le 1er juillet 2016 et jusqu'au 13 juillet 2016, donc veille des faits, de façon quasi quotidienne, recherches concernant tout d'abord des vidéos de sourates du Coran et des recherches sur les anachides. Je vous rappelle que les anachides sont des chants religieux que les organisations terroristes djihadistes, et notamment Daesh, utilisent comme outil de propagande. Des recherches concernant l'action terroriste survenue à Orlando et sur la fusillade survenue à Dallas. Des recherches sur l'action terroriste réalisée à Magnanville, au cours de laquelle donc 2 policiers ont été assassinés. A également été retrouvée une photo représentant des couvertures du journal Charlie Hebdo. Ont également été retrouvées des photos de Ben Laden et de Mokhtar Belmokhtar. Si aucun élément de l'enquête ne démontre à ce stade une allégeance de Mohamed Laoueche Boulel à l'organisation terroriste, ni des liens avec des individus se réclamant de cette organisation, l'exploitation de son ordinateur, tel que je viens de vous la détailler, illustre, on peut le dire, un intérêt certain et à ce stade des investigations récents pour la mouvance djihadiste radicale. Vous avez partagé sur Instagram ce slogan de Ben en une de 10 ce matin. 2022, tout ira mieux.
6 ans après ce qu'on vient d'écouter, est-ce que même pour Kenza, vous pensez que ça ira mieux? Je l'espère, je le souhaite, c'est l'objet de ce procès. Ce que disait le procureur, l'ancien procureur Molins est très juste. Vous savez, nous disposons d'un dossier suffisamment fourni. Le Facebook de cet auteur parle pour lui et nous n'avons pas des supputations, nous n'avons pas des hypothèses. Nous avons, pour ce qui est des personnes vivantes qui seront cet après-midi dans le box, parce que c'est eux qui seront jugés, et non pas, comme a dit mon contradicteur, il ne faut pas que ça soit une vengeance. Bien sûr que ce n'est pas une vengeance, on ne juge pas les morts à travers les vivants. Les 3 personnes poursuivies pour AMT criminel ont un dossier et un profil suffisamment fourni pour reconnaître leur implication et le partage et l'adhésion à cette idéologie djihadiste. Et on vous laissera le dire devant la cour. J'aimerais qu'on finisse avec une phrase de votre livre. Votre livre, c'est « Je défendrai la vie autant que vous prêchez la mort » chez Michel Lafon. C'est une réponse à Mohamed Merah, qui, reprenant Ben Laden, considérait que la mort était plus belle que la vie. Je vous lis cette phrase. « Je confesse qu'il m'arrive de pleurer avec la victime. Je le confesse, le soir du massacre de Nice, j'ai songé à ne plus prendre de dossier terroriste. » C'est vrai, pour être honnête, oui, parce que vous savez, moi je pense qu'on n'a pas, nous, professionnels du droit, à parler de nos états d'âme, mais je suis fière et honorée de pouvoir représenter ces victimes parce que c'est leur procès et notre rôle est d'être à leur côté parce que ce qu'ils vivent, eux, personne ne peut le vivre à leur côté de la même manière. Mais c'est très lourd. Et c'est très lourd et on va entendre les témoignages. Merci Paul de les avoir rassemblés. Merci maître. Vous partez maintenant dans la salle d'audience. Le procès va durer combien de temps? Jusqu'au 15 décembre, s'il n'y a pas de changement ou de Covid ou d'imprévu. Bien sûr. La bienvenue ici pour en reparler quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.